Voici la mallette Drépacure qui va servir à expliquer les mécanismes physiopathologiques de la drépanocytose et tous les mécanismes des traitements qui sont proposés aux patients drépanocytaires. C'est reparti. Dans cette mallette, il existe différents compartiments et en premier lieu, un guide d'utilisation qui est dans la boîte violette, guide d'utilisation justement, et qui va permettre aux médecins de présenter les différents éléments de cette mallette. Ou aux différents soignants formés à l'ETP qui vont intervenir. Tu l'as enregistré en même temps? Parce que oui. C'est bien qu'on soit à deux en fait. Oui, c'est pas mal. Voilà. Un peu d'animation. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc, cette mallette, comme vous le voyez sur cette photo, fermée, elle a cette présentation, et à l'intérieur, il y a différents compartiments avec, dedans, des éléments qui vont permettre justement d'expliquer tous ces mécanismes. La première étape, c'est d'ouvrir la glissière qui est du côté opposé au compartiment qu'on a vu. Et là, on va ouvrir les volets qui montrent le vaisseau sanguin et les éléments figurés du sang. En fait, ce qui est important, c'est d'ouvrir et de demander au patient finalement que ce qu'il voit et le laisser un temps réfléchir et l'aiguiller éventuellement, puisqu'il est bien marqué vaisseau sanguin, globules rouges, plaquettes, falciformes, globules rouges normales, globules rouges, globules blancs, et donc il faut le laisser vraiment s'imprégner de ça. Parce que généralement, moi je leur pose la question, la drépanocytose c'est quoi? C'est une maladie du globule rouge et finalement, ça ils le savent. Et si vous deviez avec vos mots dire qu'est-ce que c'est la maladie, ils savent bien qu'il y a le globule rouge qui est déformé, falciforme quelquefois, ou en faucille ou en croissant. Et donc, voir ce schéma les aide après. Puisqu'on va y revenir quand on va faire l'action des médicaments du cyclose. Ça sera important de dire plus tard, donc dans l'animation, que le cyclose agit sur tous les éléments du sang, les globules rouges, les globules blancs et aussi les cellules qui tapissent les vaisseaux. On peut utiliser comme terme la peau des vaisseaux et dire qu'il s'agit de petits vaisseaux. Et également sur les globules rouges sont représentées des molécules d'adhérence sur lesquelles va aussi intervenir l'hydroxyurée pour diminuer ces molécules et donc diminuer l'adhérence au vaisseau sanguin. D'accord. Moi je leur dis, effectivement, il y a des globules rouges jeunes. Ces globules rouges jeunes, ils collent particulièrement. Donc il y a des globules rouges qui sont en croissant et qui sont très abîmés. Et les globules rouges jeunes qui viennent de sortir de la moelle osseuse et puis qui collent. Et tout ça, ça contribue à faire les bouchons. Voilà. Et sur ces réticulocytes qui sont ces éléments jeunes, il y a surtout beaucoup plus de molécules d'adhérence. Mais c'est vrai qu'il faut utiliser vraiment des termes très simples. Et puis leur faire éventuellement répéter. Si on voit qu'il y a des difficultés, qu'est-ce que j'ai compris finalement dans cette présentation? C'est bon. La première étape, c'est d'ouvrir donc le volet où on va découvrir le vaisseau sanguin et les éléments figurés du sang. Alors, ce qui est important, c'est de laisser le patient réfléchir et partir de la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est la drépanocytose? Et là, généralement, ils savent très bien que c'est une maladie du globule rouge et que le globule rouge est déformé en croissant, en faucille. On peut leur dire, oui, ça s'appelle aussi anémie falciforme. Et on leur demande qu'est-ce qu'ils voient qu'est-ce qu'on cherche à leur faire comprendre. Et donc il faut focaliser sur le globule rouge drépanocytaire, effectivement falciforme, qu'on voit là,
Et puis montrer le globule rouge jeune qui colle au vaisseau parce qu'il a des molécules d'adhérence, mais on dit en fait ces globules rouges jeunes, on pourrait penser qu'ils ont une forme normale, mais ils collent au vaisseau, et ça c'est important. Aussi leur dire que tous les éléments, c'est une maladie du globule rouge, mais tous les éléments du sang vont compter. Les globules blancs, parce que ça va contribuer à créer une sorte d'inflammation des continuels liés à ces bouchons de globules rouges, et les globules blancs ils sont très importants, les polynucléaires neutrophiles qu'on voit là, les plaquettes aussi, et puis la peau des vaisseaux, c'est les cellules endothéliales, mais souvent ce terme est un peu compliqué, donc dire que tout ça contribue à créer les bouchons dans la drépanocytose et que ça va être très important pour comprendre l'action des traitements. L'étape suivante, c'est d'ouvrir la boîte décor. Moi, je commence, mais c'est tout à fait arbitraire, par le globule rouge déformé qui se casse avec un liquide jaune. Et je leur dis, qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre ? Et le globule rouge, on peut voir quand il se casse, il y a un liquide jaune qui sort. Alors, est-ce que ça vous parle? Donc, quand ils ne trouvent pas, je leur dis les yeux jaunes, ça vous parle? Les urines très foncées. Et là, tout de suite, ils disent oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai les yeux très jaunes et les urines foncées, ça veut dire que je casse du globule. Après, on arrive au décor suivant, où là, on parle du S. Et on se rend compte, même chez les adultes, que le S, souvent, ils ne savent pas « je suis SS », qu'est-ce que ça veut dire? Le S, ben, c'est ces filaments dans le globule rouge. Vous savez ce que c'est que le S? Et là, on peut dire, effectivement, ben, c'est l'hémoglobine. Hein. HB, c'est l'hémoglobine, et c'est ces filaments de globules rouges qui, dès qu'il n'y a pas d'oxygène, ou dès que le globule rouge a moins d'eau, il est déshydraté, ces filaments vont déformer le globule rouge et le rendre en faucille ou en croissant, et faire les bouchons. Et puis, on peut assister sur l'hémoglobine fœtale, qui est l'hémoglobine qui existe à la naissance, qui font que les bébés atteints de drépanocytose n'ont pas de symptômes avant plusieurs mois de la vie, parce que cette hémoglobine fœtale les protège. Et c'est ce qu'on va chercher à obtenir, la synthèse, la fabrication de cette hémoglobine fœtale, parce qu'elle a la possibilité de couper ses fibres et de s'intercaler dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le polymère d'hémoglobine S, mais stopper cette polymérisation, cette fabrication de fibres, et donc la falciformation, le fait de la déformation du globule rouge. Cette image permet également, on voit ici qu'il y a des molécules d'oxygène, donc permet de montrer la fonction du globule rouge et de l'hémoglobine, qui est de relarguer de l'oxygène à nos tissus, à nos organes. Et enfin, elle permet également d'expliquer, mais ça on va le voir plus tard avec un autre décor, l'existence d'antigènes qui sont à la surface du globule rouge et l'existence d'anticorps qui sont dans le plasma. Là, c'est lorsque l'on parle du groupe ABO. Et on voit bien qu'il y a une différence de forme entre l'antigène et l'anticorps qui fait que l'anticorps présent chez le sujet sans ajout d'autres substances va permettre qu'il n'y ait pas en fait, d'interaction entre l'antigène fixé sur le globule rouge et les anticorps en surface. Et là, ça permettra par la suite d'expliquer l'existence, la nécessité de faire une recherche d'agglutinin régulière chez le patient avant toute transfusion. Alors ensuite, si l'on suit le livret et le guide d'utilisation, pour lequel, pour chaque outil, vous avez une proposition de séance qui est rédigée, on vous présente l'outil A que l'on trouve dans la boîte A, tubaglobule.
C'est un outil qui peut se présenter sous plusieurs formes selon la version de la mallette que vous avez. Vous pouvez le trouver sous cette forme-ci, sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Ils seront utilisés de la même façon, quel que soit l'outil que vous avez. L'idée, c'est de pouvoir présenter aux patients dans un premier temps cette image, qui est un autre outil, qui est utilisé pour un autre outil pour les échanges transfusionnels, mais qui présente un corps humain avec de nombreux vaisseaux sanguins. Et toujours dans une démarche d'éducation thérapeutique, de demander à l'enfant, à l'adulte, au patient, de décrire ce qu'il voit et à quoi ça lui fait penser. Donc on voit effectivement le corps humain rempli de vaisseaux sanguins avec des vaisseaux rouges, des vaisseaux bleus remplis de sang. Et une fois qu'on a entendu pour la première fois le mot sang, on peut s'intéresser et questionner de quoi est composé le sang. On l'a vu une première fois grâce au dessin que l'on voit actuellement en arrière-plan. Et ensuite on peut décomposer un petit peu et aller chercher la composition et les pourcentages de ce que ça pourrait représenter. Selon les objectifs thérapeutiques et les questionnements, l'âge du patient, on peut faire évoluer la séance et donner des informations de plus en plus précises. L'idée de l'outil, c'est de pouvoir faire visualiser du liquide et des petites billes qui sont rouges, qui sont mobiles dans l'outil. On observe aussi, qui ne seront pas faciles à voir à la caméra, mais qui sont présentes dans tous les outils, des petites billes bleues et des petites billes blanches, ainsi que des paillettes de petite taille qui sont réparties dans l'ensemble de l'outil. Une précision technique, l'ensemble des outils sont remplis d'huile alimentaire. Il peut arriver qu'il y ait des petites fuites. Il n'y a aucun risque, il suffit juste d'essuyer l'outil. Voilà, c'est reste de l'huile alimentaire. On peut demander aux patients, du coup, si on a estimé que c'était du sang et qu'on parlait d'une séance sur le sang, qu'est-ce que peuvent représenter cet outil? Globalement, il est facile pour les patients d'exprimer que les petites billes rouges sont des globules rouges. On se rend compte qu'il y a donc à peu près dans le sang une moitié de globules rouges circulant dans un liquide de couleur plus ou moins jaune. Là, ce qu'on peut faire remarquer aux patients, c'est que de la même façon que quand on fait une prise de sang et qu'on a un tube de sang qui reste au repos, on observe un liquide jaune sur le dessus et sur le dessous des tubes, voilà, qui sont peut-être plus visibles sur celui-là, un amas plus rouge, ce qui représente, alors moi je suis en pédiatrie donc je dis l'eau du sang, qu'on nomme plasma, et au fond, les globules rouges. On a observé les petites billes blanches et les petites billes bleues qui peuvent représenter les globules blancs et les plaquettes. Et on peut aussi, alors selon les questions des patients, ça n'arrive pas toujours, parler des paillettes qui peuvent représenter les anticorps, les immunoglobulines, les facteurs de coagulation, qui permettent de discuter et d'apporter l'information que le plasma n'est pas un liquide complètement neutre et qu'il y a voilà, beaucoup de choses qui font partie de ce plasma. Cet outil peut être utilisé seul ou pourra être utilisé avec n'importe quel autre outil de la mallette, les séances pouvant contenir plusieurs activités. Donc toujours dans la boîte verte, on a le globule rouge et la circulation. Donc en fait on a un outil et la première chose c'est qu'on prend le globule rouge, enfin on prend le rond qui est là bleu et on demande au patient de le faire passer par les trous. Donc on lui dit qu'il peut le déformer pour que ça passe. Donc voilà, ça passe. Là, c'est un petit peu plus difficile pour le petit trou. Voilà. Mais ça passe quand même. Alors, on devrait les refaire en verre. Hein, voilà. Et puis, après, on leur donne cette balle en mousse. Voilà. Et donc, là, ils passent. Et on leur dit tout de suite, finalement, voilà, et qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre? Donc là, assez vite,
il trouve qu'effectivement, ça c'est un globule rouge normal, ou alors il faut dire, et si c'était un globule rouge, quelle serait la différence entre les deux? Et donc un globule rouge normal et là un globule rouge drépanocytaire. Alors quand on les palpe, qu'est-ce qui est la différence entre les deux? On voit bien que celui-là est beaucoup plus souple. C'est vrai que le polystyrène c'est pas tout à fait adapté, mais on sent bien là qu'il y a quelque chose de dur. Qu'est-ce que c'est qui est dur à l'intérieur de ce globule rouge? Et là, c'est le S. Et c'est le globule rouge drépanocytaire. Il est comme ça falciforme parce que il y a cette hémoglobine S qui a ses fibres. Vous vous rappelez qu'on a vu les fibres sur le décor et donc on voit qu'il est beaucoup plus dur et en fait un globule rouge normal c'est comme une goutte d'huile qu'on met dans l'eau, ça se déforme et le globule rouge il est capable de se faufiler dans les tout petits vaisseaux et apporter l'oxygène partout dans le corps. Le globule rouge drépanocytaire il est beaucoup plus dur, on peut dire qu'il est rigide et il circule mal, il ne se déforme pas du tout ou beaucoup moins bien et il va causer ces bouchons. Outil suivant, l'outil numéro D, qui s'appelle Globumove, pour lequel vous avez à nouveau le déroulé de séance pages 13 et 14 du guide d'utilisation. Il s'agit de la boîte bleue. Donc ça, la boîte fait partie de l'outil et a été utilisée notamment en complément du premier outil qu'on vous a présenté. L'outil D, ça permet de travailler sur l'échange transfusionnel ou la saignée. Pour ça, on peut présenter au patient, dans un premier temps, le fond de la boîte et faire décrire ce qu'on y voit. Donc on y voit un corps humain avec des vaisseaux sanguins qui sont absolument partout sur le corps. C'est une représentation assez fidèle de ce qu'on peut trouver. On peut poser des questions à l'enfant notamment, lui demandant par exemple qu'est-ce qui pourrait être une preuve qu'on a du sang partout dans le corps. Et n'importe où je me coupe, je vais saigner, sauf, ils peuvent le dire assez facilement, par exemple dans les cheveux. On peut couper ses cheveux, on ne va pas saigner. Mais à peu près partout ailleurs, on va avoir des petites gouttes de sang. Donc on a cette information que le corps est rempli de sang à l'intérieur des vaisseaux sanguins, comme on le voit sur l'image. Une fois cette première phase expliquée, on peut refermer la boîte. Et dans ces cas-là, moi ce que je commence par faire, c'est leur demander de me décrire leur journée quand ils viennent en hôpital de jour pour leur échange transfusionnel. Donc on retrace les événements de la journée, ils arrivent, il y a la prise de sang, on les perfuse, ensuite on fait la saignée, on compense avec une hydratation importante et du sérum physiologique. Ils ne sont pas toujours obligés de citer comme sérum physiologique, mais on voit bien qu'il y a une poche avec quelque chose qui ressemble à de l'eau. Puis une poche plus foncée qui représente le sang. Une fois cette journée représentée, on ouvre la boîte et donc là on voit que cette boîte est remplie de petits cubes SS. Donc on peut l'avoir préparé avant la séance. Sur les cubes, on a des phases différentes et on peut aussi voir S-bêta, SS, SC ou un rouge vide si jamais vous avez une hémoglobine rare type SD. Exactement. Donc là, on va prendre l'exemple d'un patient qui serait SS. Soit il se sait SS, soit pour les enfants les plus jeunes qui l'auraient oublié, on peut le donner comme information. On repère ensemble que du coup il s'agit bien de mon schéma du corps humain avec un tas de formes rouges SS et l'information c'est que ça représente le corps rempli de sang et que pendant l'intégralité de l'exercice on va avoir besoin d'avoir toujours la même quantité, que notre boîte soit toujours remplie de cubes. Et ensuite on reprend le déroulé de la journée. Je demande à l'enfant s'il préfère être le médecin ou si c'est moi qui suis le médecin et on décide ensemble de combien, après la prise de sang, on enlève de sang SS. On peut partir sur, de façon arbitraire, 12 cubes en moins. Donc ça, c'est la première étape, c'est la saignée. On retire des cubes.
Si on reprend le déroulé de la journée, la plupart du temps, la deuxième étape, c'est de perfuser avec du sérum physiologique et de boire abondamment. On demande donc de repérer qu'est-ce qui pourrait représenter de l'eau et assez facilement, on arrive du coup sur les cases bleues. On remplit d'un nombre aléatoire de cases bleues. Ici, pour l'exercice, on choisira 6 cases bleues. Et on passe à la dernière étape de la journée, la transfusion. On demande à l'enfant ou au patient en général qu'est-ce qui pourrait représenter la transfusion. On repère ensemble que souvent les poches de culots globulaires sont d'un rouge qui est très foncé. Et alors soit ils ont repéré grâce au AA, soit grâce à la couleur des cubes. Une fois qu'on a repéré la bonne couleur, on peut remplir la boîte pour correspondre à la consigne de départ qui est d'avoir une boîte toujours remplie. On est arrivé au bout de l'exercice et là on adapte les explications en fonction des questions, de l'âge du patient et de ses connaissances. Soit il n'y a pas d'autres questions et on peut en rester là, on a compris le principe de l'échange transfusionnel avec saignée et compensation. Soit on a des questions par exemple sur la couleur, le fait que les cubes AA soient beaucoup plus foncés que les tubes SS. Et dans ces cas-là, on peut reprendre cet outil-là et repartir sur la composition du sang. Se rendre compte que le culot globulaire n'est composé que de globules rouges et que dans le sang, nous avons aussi l'eau du sang, le plasma, qui va être compensé grâce au sérum physiologique et à l'hydratation qu'on va leur demander d'avoir abondante tout au long de la journée. Je signale également qu'il est possible d'utiliser cet outil pour aborder les saignées simples pour les patients SS ou SC ayant un fort taux d'hémoglobine, avec cette même idée de compensation en acceptant du coup la transfusion finale et en gardant l'hydratation abondante sur la journée. La saignée finale. La saignée fidèle. Je couperai au montage. Moi, c'est vrai que je leur explique, pour les saignées régulières, je leur explique que les symptômes qu'ils ressentent, des vertiges, des acouphènes ou des crises douloureuses, sont liés à l'embouteillage des globules. C'est-à-dire que je ne leur parle pas forcément de viscosité ou de sang visqueux, même si certains pourraient comprendre ça, et que donc on crée, comme quand il y a un embouteillage de voiture, on crée une dérivation, c'est-à-dire qu'on enlève du sang, et ça permet au sang d'être plus fluide, et on peut compenser par l'apport d'eau, de sérum physiologique, si c'est nécessaire, si la saignée est de gros volume, mais ce n'est pas obligatoire, il faut après que le patient boive bien, comme quand on donne le sang. Juste une petite information, parfois lorsqu'on fait des échanges transfusionnels, on apporte plusieurs poches et il arrive qu'il y ait un donneur qui soit AC, qui n'est pas dépisté, puisque ce sont des gens qui sont porteurs du trait C mais sans expression clinique. Et donc on peut retrouver en post-transfusionnel, dans le contrôle de l'hémoglobine post-transfusionnelle du C. Voilà, une information à connaître. Alors, nouvel outil présent dans la boîte, c'est l'outil B qui s'appelle Groupe Aglobe, que vous trouverez du coup dans le carton orange. Comme pour tous les outils, vous avez un déroulé de séance qui vous est toujours proposé dans le guide d'utilisation. L'idée de cet outil est de pouvoir aborder avec les patients la transfusion avec les groupes sanguins. À l'intérieur de la boîte orange, vous trouverez une carte de groupe. Il s'agit ici d'un patient du groupe B+, et qui permet de présenter aux patients une carte de groupe sanguin qui est proche de ce qu'ils peuvent avoir, et de présenter le groupe ABO, le groupe Rhésus et l'ensemble des autres familles référencées sur les cartes de groupe sanguin. Pour pouvoir mettre en pratique cette information, on peut utiliser les globules rouges en bois présents dans la boîte. L'idée est de pouvoir commencer avec un premier globule rouge qu'on va mettre à l'effigie de cette carte, donc un globule rouge du groupe B. Le patient peut insérer l'antigène sur le globule rouge et on obtient un globule rouge B.
Grâce au déroulé de la séance, vous arriverez avec le patient à conclure que dans le plasma d'un sang de groupe B, on trouve des antigènes anti-A, des anticorps anti-A. Je couperai au montage ces deux moments-là. Des anticorps anti-A. Donc on a un globule rouge avec un antigène B, avec des anticorps circulants anti-A. On remarque que l'anticorps et l'antigène ne peuvent pas s'emboîter. On fait également remarquer au patient que l'on voit une petite bombe sur le côté de ces anticorps. On peut ensuite faire le test avec le patient. On lui propose d'apporter un globule rouge du groupe A, qu'il aura construit ici, dans la circulation d'un patient du groupe B. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le complexe anticorps-antigène se forme avec le signal de la bombe. Un globule rouge du groupe A arrivant dans une circulation du groupe B va détruire les globules rouges du groupe A. Et là, c'est le système où il peut vraiment essayer. Nous vous signalons qu'il y a eu un défaut de conception de notre part et qu'il se trouve que l'anticorps anti-B peut rentrer sur l'antigène A. Est-ce que tu peux refaire une fois? Parce que j'étais pas dessus. Ce défaut de conception sera rattrapé sur des nouvelles améliorations que nous vous proposerons ultérieurement. L'outil permet aussi de pouvoir travailler plus largement sur les autres familles du groupe sanguin. Voilà, avec d'autres éléments qui vont pouvoir se fixer également sur le globule rouge et des anticorps qui sont en circulation. En fait, ces autres éléments qui vont permettre d'expliquer l'importance de la recherche d'agglutinine irrégulière que l'on fait systématiquement avant toute transfusion pour rechercher un anticorps qui pourrait être néfaste pour le patient, puisque cet anticorps pourrait reconnaître un antigène à la surface du globule rouge transfusé. Cet élément va nous permettre aussi d'insister sur l'importance de la RAI post-transfusionnelle, surtout chez les sujets qui sont peu transfusés, parce que c'est cette recherche d'agglutinine irrégulière qui va permettre de retrouver, s'il y a eu une stimulation, retrouver un éventuel anticorps qui devra bien sûr être noté sur sa carte de groupe et permettre ainsi d'éviter un événement d'hémolyse post-transfusionnelle lors d'une autre transfusion si on ne respecte pas cet anticorps existant dans le plasma du patient. Donc ça c'est très important de faire toucher du doigt cette RAI dans les 2 mois qui suivent la transfusion, parce que ces anticorps peuvent complètement disparaître et plusieurs années après, lors d'une nouvelle transfusion, si on n'a pas cette notion, à ce moment-là, créer un accident transfusionnel. Et c'est quand même, chez les drépanocytaires, quelque chose de très important à leur faire comprendre. Aussi, avec la carte du groupe sanguin, de ne pas changer d'identité. On peut intervenir aussi par rapport à ça, quand ils ont une carte de groupe sanguin rare, leur expliquer à quoi ça correspond, et s'ils sont en voyage ailleurs et qu'on leur propose d'être transfusés, de demander de faire appel au centre de référence. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a trouvé un anticorps dans leur plasma, cette mention va être signalée sur leur carte de groupe. Et donc, il faut bien sûr toujours respecter cet anticorps qui, même lorsqu'il n'est pas détectable, parce que les anticorps diminuent au fil du temps et ne sont plus détectés par les techniques de laboratoire. Mais il existe toujours chez le patient. Voilà, donc on va passer à l'outil effet de l'hydroxycarbamide ou hydroxyurée. Et donc on a cet outil-là qu'on leur fait palper et assez vite ils trouvent. Qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre? C'est un globule drépanocytaire. Comment vous pourriez le décrire? Il est en forme de croissant, en forme de faucille, mais qu'est-ce qu'il y a de dur à l'intérieur?
Et là, tout de suite, il trouve CLES. Et qu'est-ce que... on comprend très bien que ce globule rouge, il ne peut pas rouler dans les vaisseaux. Hein, si j'essaie de le faire rouler, il ne roule pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'il puisse rouler? Alors là, beaucoup disent, le gonfler. Je leur montre un ballon vide. Hein, et j'ai un ballon vide et un ballon gonflé. Et certaines disent, je pourrais le gonfler avec de l'air. Alors je dis, mais gonfler avec de l'air, est-ce que ça serait stable? Non. Avec quoi on pourrait le gonfler? Et assez vite, ils trouvent avec de l'eau. Et effectivement, on le fait, alors avec les enfants, je pense qu'on le fait remplir. Nous, on n'a pas de robinet facile, donc voilà. Et là, on voit qu'il roule tout à fait dans la vaisseau. C'est tout à fait ce que fait le cyclos. Et le cyclos ou l'hydréa, l'un ou l'autre, puisqu'on l'utilise maintenant chez certains patients intolérants au cyclos ou pour des raisons autres, ou des patients qui ont eu l'hydréa avant, on peut utiliser l'hydréa. Et donc là, je retourne au vaisseau sanguin avec et là, on peut reprendre que le cyclos, il agit sur le globule rouge, il le fait gonfler, et d'ailleurs on s'en rend compte dans les analyses de sang, quand le patient prend bien le traitement, le VGM augmente, le volume de chaque globule augmente, et ça agit aussi sur les polynucléaires, les globules blancs, les plaquettes et la peau des vaisseaux, les cellules endothéliales, et tout ça contribue à rendre le sang plus fluide. Mais ce qui est important, c'est que chaque jour, quand vous prenez le cyclos, les globules rouges qui vont sortir de la moelle osseuse ne seront plus drépanocytaires. Si vous l'oubliez un jour, les globules rouges que vous allez fabriquer ce jour-là, on fabrique des millions de globules rouges tous les jours, ces globules rouges seront drépanocytaires et ils peuvent causer des bouchons et causer les crises. C'est pour ça que c'est très important de le prendre tous les jours et puis de faire des analyses de sang pour voir quelle est la dose qui vous convient. Hein. Et au bout de 3 mois, 1 à 3 mois, on verra les effets, on aura la bonne dose. Et au bout de 6 mois, moi je vous propose de refaire un point et de dire est-ce que vous continuez le traitement, qu'est-ce que le traitement vous a apporté, et ça vous laisse un choix. Mais on sait que ça marche très bien, mais sous réserve donc d'avoir la bonne dose et de le prendre tous les jours. Simplement d'un point de vue pratique pour cet outil, dans votre mallette, si elle n'a jamais utilisé, vous trouverez simplement une poche en plastique avec tous les ballons qui sont à l'intérieur. Pour préparer la séance, c'est important d'avoir soit un accès à l'eau, soit d'avoir rempli le globule rouge d'eau en amont. Pour ceux qui travaillent notamment en pédiatrie, même les adultes, c'est à savoir que c'est des ballons qui sont très résistants. Vraiment les remplir d'eau et pas trop les remplir, et ensuite les ranger dans la boîte orange groupe à globe. Ça peut compléter l'outil, être rangé rempli d'eau dans l'outil groupe à globe. Ça reste en forme pendant vraiment plusieurs mois. Et enfin, pour terminer, dans la boîte violette, il y a les livrets concernant les 2 types de traitements que l'on propose actuellement aux patients, à savoir l'hydroxycarbamine et le traitement par échange transfusionnel, transfusion ou échange transfusionnel. Et donc ces livrets vont permettre, qui sont personnalisés, c'est-à-dire que le patient repart avec son livret, va permettre d'expliquer le traitement, comment ça marche, à quoi ça sert, et puis à la fois on demande aux patients pourquoi est-ce que l'on vous a prescrit ce traitement. Donc il y a des petits stickers qu'ils vont coller sur leur livret, ce qu'ils auront choisi. On peut les aider bien sûr. Et puis ensuite, dans ce petit livret, il y a les effets qui peuvent survenir suite à ce traitement. Et donc ils doivent rechercher avec les stickers et noter ce qu'ils risquent de survenir. Et donc dans ce cas-là, soit téléphoner au patient, au médecin, soit aller aux urgences lorsque c'est par exemple une hémolyse post-transfusionnelle.
Et enfin, choisir parmi les stickers aussi ce qui est bien et ce qui est moins bien avec le traitement. Hein, c'est à eux de choisir et de coller ces petits stickers. Et très souvent, on voit qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, d'où l'intérêt de ces traitements. Alors, il y a une case blanche, ça peut être aussi pour les prises de sang régulières, pour Autre chose. On laisse tout ce que le patient, finalement, les inquiétudes ou les bénéfices quelquefois que les patients remarquent et finalement ça laisse la place. La prise de sang est liée, hein. Elle est liée à la prise de sang. Donc c'est autre chose qu'ils auraient pu remarquer. Vous êtes coupé là. Nouvel outil pour pouvoir aborder avec les patients la question de la surveillance à la maison. Et ça c'est important, c'est pas les effets secondaires de la transfusion sur un choc immédiat, mais bien sur une hémolyse post-transfusionnelle. Donc repérer les signes qui doivent amener les patients aux urgences après avoir reçu une transfusion ou un échange transfusionnel. Donc l'idée c'est qu'ici on a 12 cartes avec des effets secondaires qui doivent les alarmer et qui sont en lien avec l'hémolyse post-transfusionnelle et d'autres qui n'ont aucun lien direct. C'est un outil qui peut être utilisé aussi bien en individuel qu'en collectif. On peut du coup présenter l'ensemble des cartes et leur poser la question quels sont les symptômes qui doivent vous alarmer dans les jours et les semaines qui suivent une transfusion à l'hôpital. Et donc c'est l'occasion de pouvoir en discuter et puis ouvrir la discussion avec eux. On les laisse libres de choisir vraiment les cartes qu'ils souhaitent. L'idée c'est de pouvoir vraiment faire une régulation seulement une fois l'ensemble des cartes choisies. Et pas, je ne sais pas si un patient commence à vous présenter diarrhée, dire ah bah non, ça fait pas partie des cartes qu'il fallait choisir. Vraiment le laisser prendre tout ce qu'il veut et ensuite débriefer avec lui et discuter avec lui de pourquoi il a choisi ces cartes et ensuite quels sont du coup les éléments qui doivent l'alarmer ou pas. Oui, c'est bien. Et en même temps, moi j'utilise... Oui, ce qui est important, c'est quand les patients sont peu transfusés, il faut vérifier qu'ils ont bien compris la possibilité de conflit transfusionnel et donc les informer que si jamais ils ont une crise, quelque chose qui ressemble à une crise douloureuse ou un essoufflement ou les urines très foncées, c'est tout à fait anormal et il faut qu'ils aillent absolument aux urgences et qu'ils signalent qu'ils ont été transfusés et qu'on leur a dit que c'était important de le signaler. De la même façon, cet outil s'utilise rarement seul et peut être vraiment utilisé en association avec d'autres outils, comme par exemple le décor qu'on voit au-dessus, où on voit bien effectivement les globules rouges qui se cassent avec la libération de la bilirubine, où on peut refaire les liens. Soit on l'a fait en amont, soit on peut le reprendre à ce moment-là. On peut utiliser en fonction aussi des questions et des problématiques, soit l'outil avec les globules rouges ou avec la circulation, en fonction des questions et des remarques qui émergent de la discussion autour de ces cartes.